l'aérodrome est toujours d'actualité. Il mettait en garde le gouvernement envers, je cite, « cette cruelle différence entre les dépenses publiques et les ressources que la nation peut fournir pour y faire face, entre les importations qui nous sont indispensables et les moyens que nous avons de les payer. » Il ajoutait que ce sont là des faits que tout le monde connaît et dont presque tout le monde souffre. Il en résulte une menace sans cesse grandissante d'effondrement de l'économie et de la monnaie, c'est-à-dire de misère généralisée. Ce qu'il prédisait en 1947 pour la France est à nouveau d'actualité. L'effondrement de l'économie et de la monnaie, c'est ce qui arrivera demain à l'Europe si rien ne change. Il proposait des solutions simples et efficaces, réduire les dépenses de l'État. Mais cela exige, disait-il, que l'État réorganise ses services, qu'il diminue ses effectifs, qu'il fasse régner l'ordre à tous les étages de la hiérarchie. Nous en avons engagé des réformes, vous le savez. Et toutes ces réformes, la nouvelle majorité de gauche est en train de les abroger. C'est son programme pour la France. Mais mes amis, on ne construirait rien sur la rancœur et la revanche. On ne construit rien en démolissant ce que les autres ont construit, comme la gauche a déjà mis fin aux heures supplémentaires défiscalisées, augmenté l'imposition sur les successions que nous avions baissée en estimant qu'il n'était pas normal de taxer le fruit du travail de toute une vie. Dans sa vision d'avenir, le général de Gaulle proposait d'accroître la production. Cela implique, ajoutait-il, de laisser plus de liberté et d'initiative afin de décourager le travail au noir. Aujourd'hui, à la manœuvre, la majorité de gauche, si tant est qu'elle survive aux atermoiements des Verts, nous sidère. Pour ne citer qu'un exemple, prenons celui du ministre du redressement productif, qu'on pourra bientôt rebaptiser ministre du redressement judiciaire, tant il est l'ennemi des chefs d'entreprise. Arnaud Montebourg veut jouer aux pompiers, mais il ne dispose d'aucun moyen pour éteindre l'incendie qui fait rage. Cela nous ferait rire. Si l'heure n'était pas aussi grave, la réforme de la taxe professionnelle ou le statut de l'auto-entrepreneur n'ont pas encore été abrogés. Faisons tout de même attention de ne pas le crier trop fort, car c'est peut-être un oubli pour un gouvernement plus enclin à détricoter ce que nous avons fait qu'à construire pour l'avenir. Mais mes chers amis, ne soyons dans le fond pas trop négatifs. Les 100 jours de François Hollande auront permis au moins une chose pour les Français, c'est de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. La lune de miel fut courte et le désamour est déjà là. La cote de popularité du président ne cesse de baisser, à l'image du taux de croissance qui approche de 0. 100 jours de Hollande, c'est 0, plus 0. Il ne suffit pas de le dire. Et il ne suffit pas de dire. Il faut faire. Mais à force d'éluder la réalité et minimiser la crise, il est très difficile aujourd'hui de tenir un langage crédible quand l'inaction tient lieu de réponse aux graves problèmes que nous rencontrons. Il est vrai, comme je le disais ce matin, que François Hollande est passé maître dans l'art de manier la langue de bois et qu'au royaume de Pipoland, le courage et la lucidité ne sont pas les bienvenus. Défendons nos valeurs. Soyons innovants dans nos réponses. Mais attention, nous ne serons crédibles qu'à une condition, celle de rester unis pour proposer une vraie alternative à nos concitoyens. C'est impératif. J'y suis très attaché en tant que secrétaire départemental. Soyons ensemble 100% pour la défense de nos valeurs, et Dieu sait si elles sont menacées, 100% sur la compétitivité de notre économie, 100% dans la loyauté à l'égard de notre parti. En exerçant la fonction de secrétaire départemental, qui n'est pas toujours facile, mes prédécesseurs le savent, avec toi, mon cher Marc-Philippe Daubresse, avec qui j'aime tant travailler, toi, le tribun enthousiaste, infatigable, avec toi, mon cher Jacques Legendre, toujours fidèle, loyal, toujours présent partout, avec toi, Sébastien, avec vous, les jeunes de circonscription, avec vous, les délégués de circonscription, pardon, avec vous, les jeunes populaires, vous êtes extraordinaires. 7000 militants dans le Nord. Combien de jeunes? 800 jeunes. Ils étaient 200 il y a quelques années. Bravo, mon cher Sébastien Leblanc. Et merci à vous tous.
à vous tous qui exercez des responsabilités dans la fédération. Mais on ne ferait rien sans les élus. Alors, merci infiniment à Jean-René, merci infiniment à Gérald, merci infiniment à Thierry, merci infiniment à Tokia, merci infiniment à tous les parlementaires du Nord. J'espère que je n'en ai pas oublié, pardonnez-moi parce que c'est dans l'enthousiasme. Bon. Merci à Daniel Fasquelle, mais vous êtes tous ici tellement nombreux, les parlementaires, vous êtes venus des 4 coins de la France et j'en suis extrêmement honoré. Faites attention à ce que, par nos propos, nous ne puissions pas décourager les Français. 2014, c'est d'abord notre première étape, c'est demain. Et chacun sait l'importance des communes dans la reconquête des autres collectivités locales, majoritairement gérées par la gauche. Dans cette métropole lilloise, nous avons un challenge de taille. C'est celui de reprendre la communauté urbaine de Lille à la gauche, aujourd'hui gérée par une figure socialiste bien connue de tous, Martine Aubry. Mais ce combat ne doit absolument pas se limiter à la seule métropole lilloise. Notre combat est à l'image de cette salle de ce soir. Notre combat dans le Nord, c'est de reprendre les villes, de Maubeuge à Dunkerque, en passant par Le Quesnoy ou Hasbrook. C'est de redonner envie à chacun d'entre vous d'être militant, envie de faire de la politique, de vous investir à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, où je suis convaincu qu'avec Gérald, nous allons reprendre cette ville. Je voudrais vous dire, mes chers amis, que je pense que la fidélité des militants est essentielle. Je voudrais vous dire, pour finir, que nous devons être unis. Unis aux côtés de Jean-François Copé et de François Fillon. Au-delà des différences, qui sont autant de richesses, soyons unis. Et si nous en doutons encore, essayons l'union. Parce que l'union, ça marche aussi. Et il n'y a rien, mes chers amis, de plus beau que de faire de la politique. Merci à vous. Mes amis, au nom de tous les parlementaires du Nord que Bernard vient de citer, et en saluant mes chers collègues de l'Assemblée et du Sénat, et en remerciant du fond du cœur Jean-François et François d'être avec nous et de consacrer ce temps à vous, les militants du Nord qui avez tant donné pendant la campagne présidentielle, je voudrais d'abord vous dire, ne boudons pas notre plaisir. L'UMP est en pleine forme, vous la voyez, et la gauche est au fond du trou. Ne boudons pas notre plaisir, respirons une grande bolée d'air fraîche et allons-y. Alors, c'est vrai que nous nous apprêtons, nous, pendant que Martine Aubry, qui a voulu nous faire une république française socialiste et qui finit son mandat à la soviétique, nous nous apprêtons, oui, à faire un vrai débat démocratique entre deux personnes de très grande qualité qui sont tous les deux des hommes d'État et qui légitimement veulent mettre leur cœur, leur passion, leur énergie au service de notre parti. C'est une vitalité, c'est une chance pour l'UMP. Parce que pendant ce temps-là, Martine Aubry, elle n'arrive à susciter de désir pour personne et surtout pas pour Harlem. La gauche s'effondre jour après jour un peu plus. Le résident de l'Élysée, qui vient de s'apercevoir que pour être président, il faut exercer la fonction et pas l'occuper. Le résident de l'Élysée est en panne. À l'Assemblée nationale, Christian Jacob vous en dira un mot tout à l'heure, on nous a conviés de manière anticipée et précipitée à discuter de 2 dispositions décongelées de Jospin. Les emplois d'avenir, du remake de Martine Aubry, emploi jeunes décongelé, et la loi SRU sur le logement, du remake de Jean-Claude Guessot décongelé. Ça a donné les résultats que vous savez il y a plus d'une dizaine d'années. Il n'y a aucune raison que ça donne d'autres résultats. Ils ont peur, ils se précipitent, ils ne savent plus où ils vont, et pendant ce temps-là, la France recule. C'est vrai que M. Hollande vient de réussir une grande prouesse institutionnelle, puisque, si vous avez tout bien suivi, les Verts participent au gouvernement sans soutenir le président. Les Rouges ne participent pas au gouvernement, mais ils sont censés soutenir le gouvernement, mais ils ne soutiennent pas le traité du président. Le gouvernement est rongé par les Verts et
comme je le disais l'autre jour, quand vous mélangez, c'est comme la peinture, les verts, les rouges et les roses, à la fin, vous vous retrouvez marron. Nous étions en 5e République. Nous étions en 5e République. Monsieur Hollande vient de réussir la prouesse en 4 mois, de nous faire reculer en 4e République. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de président, il n'y a plus de chef du gouvernement. Oh, comme nous regrettons le temps de Nicolas Sarkozy. Et puisque la gauche plurielle, c'est la gauche plus rien, occupons-nous un petit peu de l'UMP qui se porte bien. Mes chers amis, depuis le début de cette année, nous avons traversé des moments inoubliables ici, dans le Nord, et cher Daniel, dans le Pas-de-Calais. Nous avons mouillé tous notre chemise. Je vous ai vu dans des dizaines et des dizaines de meetings. Et nous avons vraiment fait cette campagne à fond la caisse. Nous avons partagé les mêmes émotions quand Nicolas Sarkozy est venu mettre le feu au Zénith de Lille. Et il m'a dit, Nathalie Kosciusko-Morizet en témoignait encore l'autre jour, que ça avait été un de ses plus beaux meetings de campagne en France, le meeting du Zénith de Lille. Nous avons eu tous ces jeunes pop qui agitaient des drapeaux français au Zénith de Lille et pas des drapeaux étrangers sur la place de la Bastille. Et nous avons du mal à comprendre ceux qui nous disent que l'on n'a pas assez sollicité les militants dans cette campagne, alors que tout l'appareil de l'UMP, avec son chef à la tête, Jean-François Copé, se sont mobilisés comme jamais nous l'avions fait, et que nous avons eu dans toutes les salles, des salles hyper remplies, bien plus remplies qu'en 2007. Et quand nous sommes allés tous, et pour beaucoup d'entre vous, je vous ai vu dans les bus, place du Trocadéro, et que nous avons vu ces milliers et ces milliers de drapeaux français, et que nous avons entendu ce discours inoubliable de Nicolas Sarkozy, le combat commençait à changer d'âme et on pouvait retrouver espoir. Et puis il y a eu cette annonce où j'ai vu aussi, et j'ai partagé avec les jeunes pop, dans la permanence où Bernard, Gérard et moi nous étions, leur tristesse devant cette défaite de justesse et injuste. Et donc je dis aujourd'hui, au nom de toute cette fraternité d'armes que nous avons traversée ensemble, essayons de continuer cette mobilisation. Participons à ce combat démocratique qui n'a rien de dramatique, au contraire, qui nous permet d'additionner des forces, qui nous permet d'avoir deux grands hommes d'État qui viennent apporter toute leur énergie au service du plus grand parti de France, parce que, je le rappelle, il y a plus de 280 000 adhérents à l'UMP et il y a maintenant moins de 180 000 adhérents au Parti socialiste. J'ai entendu l'une de nos collègues sur France Info parler, à juste titre, puisque le gouvernement, paraît-il, envisage de recréer la fameuse TVA antidélocalisation qui nous permettrait de faire payer les produits étrangers pour financer notre protection sociale. J'ai entendu parler de réhabilitation posthume de Nicolas Sarkozy. Si je suis d'accord sur le fond, je ne pense pas que le mot soit approprié. Car enfin, mes amis, Nicolas Sarkozy n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Et n'en doutez pas, il reviendra le moment venu, au moment où il a choisi et sur la forme qu'il choisira pour apporter son message dans les échéances qui s'annoncent pour nous. Alors, après toutes ces émotions partagées, je voudrais juste, en votre nom, puisque je vous rencontre avec Bernard souvent, que nous faisons le tour avec Jacques Legendre, que nous allons dans le sud du département où il est si présent, que Bernard fait le tour aussi dans les Flandres et que moi j'essaie d'être très souvent avec vous dans les réunions que vous faites, nous entendons trois messages que je voudrais délivrer simplement à nos deux candidats. Le premier message, c'est un message de cohésion. Et Bernard y a fait allusion. Nous sommes quelques-uns ici à avoir voulu l'UMP. L'UMP, elle a été créée à 10 km d'ici, dans ma bonne ville de Lambersart, à la salle des fêtes. Ça s'appelait l'Union en mouvement, à l'initiative de Jacques Chirac et de Jérôme Monod, tout le monde s'en souvient, sous l'égide d'Alain Juppé, et nous avons décidé, les uns et les autres, de laisser nos passés de côté et de mettre en commun tous nos atouts, que nous soyons gaullistes, libéraux, radicaux, centristes, et nous n'avons pas l'intention de changer. Je le dis parce que
j'entends certaines personnes dire, au nom des centristes que je représente avec d'autres dans ce parti, « Ouh là 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 là, si Copé est élu, il y a des centristes qui vont s'en aller. Ouh là 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 là, si Fillon est élu, il y a des centristes qui vont s'en aller. » Ne parlez pas à notre place. Moi, je vous dis très tranquillement que le meilleur gagne, et quel que soit celui qui sera élu, les centristes resteront évidemment à l'UMP, et ils n'iront pas. Et ils n'iront pas rejoindre un de mes amis intimes, ce n'est pas un secret, qui s'appelle Jean-Louis Borloo. Il a 60 parlementaires qui le soutiennent. Nous avons déposé, avec les humanistes, les libéraux, les sociaux, les européens, une motion qui sera soumise au vote des militants, de vos votes. Elle a le soutien de 100 parlementaires. Dites-vous bien cela, nous sommes plus nombreux à agir à l'intérieur de l'UMP, comme les gaullistes agissent à l'intérieur de l'UMP, comme les libéraux agissent à l'intérieur de l'UMP. Nous pensons tous que nous serons plus productifs si nous continuons à rassembler ces forces-là. Et donc, il n'est pas question qu'il y ait des tentations centrifuges. Abordons sereinement ce débat, débattons, votons, et ensuite rassemblons-nous, ce qui suppose deux choses. Ce qui suppose de la collégialité. Un parti, c'est un chef. Il ne peut pas y avoir deux chefs. On désigne. C'est vous qui décidez. Et ensuite, un parti, c'est une collégialité. C'est-à-dire que, quel que soit le camp du vainqueur et quel que soit le camp du vaincu, et aussi pour ceux qui n'ont pas pu se présenter sur les parrainages, et on est tous d'accord qu'il faut changer cette règle des parrainages, rassemblons-nous tous pour mener le combat avec un seul adversaire qui s'appelle la gauche, et allons sus à François Hollande, sus à Ayrault et sus à ce gouvernement de fantoche. Le deuxième message concerne notre projet politique. Car chacun comprend bien que sur les sujets essentiels, notre conception de l'Europe, la maîtrise des déficits, ces sujets si chers à François Fillon, que sur le droit de vote des étrangers, Jean-François Copé vient de lancer une pétition qui a un succès formidable, ou sur la laïcité, lui qui a fait voter la loi sur la burqa, sur les questions de financement de notre modèle social, sur les questions liées à la compétitivité et au coût du travail. Tout le monde comprend bien que nous devions reprendre l'âme de ce qu'était le projet de Nicolas Sarkozy, mais que nous devons continuer le travail qui a été mené. Ce projet doit être inspiré par les valeurs que nous avons portées pendant la campagne, mais il doit retrouver un plus. Et chacun comprend bien que si nous devons mettre en scène ce courage à la Churchill, du sang, de la sueur et des larmes, il y a autre chose à apporter. Il faut qu'on arrive, et on compte sur nos deux amis qui se présentent, il faut qu'on arrive à trouver une sorte de syncrétisme, d'alchimie entre le courage de Churchill, la vision de Gaulle, et puis, permettez-moi de le dire, moi qui suis centriste, un tout petit peu de souffle de Robert Schuman. Si on arrivait à mettre tout ça, dans un projet politique, je pense qu'on aurait fait une œuvre utile, et évidemment que nous sommes prêts à y travailler, notamment dans le cadre de cette motion que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, dernier message de nos militants, et Bernard y a fait allusion. Nous sommes désormais tous mobilisés pour les élections locales qui s'annoncent, et en particulier les élections municipales. Quand on veut reconstruire une maison, quand on veut partir à la reconquête, on ne commence pas par mettre le toit sur la maison, on commence par creuser les fondations. Et les fondations, c'est que tous les militants, et notamment les jeunes, parce que c'est l'occasion de renouveler le personnel politique à cette occasion-là, puissent aller dans les élections municipales de 2014, puissent aller dans les élections régionales et cantonales de 2015. Et donc, ça suppose un vrai travail de fond, ça suppose aussi une organisation. Et vous avez entendu la voix des militants que nous ne cessons d'entendre, nous aussi, qui nous disent un peu plus de décentralisation dans les décisions pour le choix des candidats sur le plan local. C'est un message, je pense, que tout le monde peut recevoir. Et donc, ça suppose aussi qu'ici, on puisse vous dire, dans cette terre du Nord, que l'on qualifie à tort de socialiste, qu'en 1983, c'était du temps de François Ier, 1981, 2 ans après, 5000 mairies reconquises et prises à la gauche en France. Et ici, nous avons pris Roubaix, nous avons pris Tourcoing à la gauche, et Alex Türk a frôlé l'île de peu en 1983. Eh bien, c'est la même chose que nous devons lancer dans la circonstance où nous nous trouvons. Nous n'avons pas perdu les élections législatives. Sur le territoire de la communauté urbaine de Lille, il y a 9 députés. Il y en a 5 qui sont de l'UMP, 4 de l'UMP et 1
de l'UDI. Il y en a 4 qui sont de gauche. Nous sommes donc majoritaires. Sur la ville de Lille, avec Bernard Gérard, nous sommes 2 députés sur 4 de l'opposition, et eux 2 députés sur 4. Sur la ville de Tourcoing, ils sont 2 députés sur 2 de l'UMP. Sur la ville de Roubaix, il y en a un de l'opposition et un de la majorité. Et au sud de Lille, il y a mon ami Sébastien Huyghe qui était donné battu par tous les socialistes et qui a gardé cette circonscription qu'il avait reprise à Martine Aubry, donc à la gauche. Donc moi je vous le dis, nous allons faire une belle campagne, respectons-nous les uns les autres. Nous espérons simplement que celui qui sera élu, et je pense que vous pouvez prendre cet engagement, viendra ici, à Marcq-en-Barœul, dans ce beau territoire de Bernard Gérard, pour qu'on puisse vous amener sur un plateau la tête de Martine Aubry à la communauté urbaine de Lille et que vous veniez fêter ça avec nous. Allez, allons-y et vive la reconquête! Mes chers amis, je voudrais d'abord m'adresser à vous, les militants du Nord, ces militants qui ont tellement donné pendant la campagne présidentielle, pendant les campagnes législatives et qui êtes encore là. Vous êtes encore là alors que nous avons essuyé 2 défaites. Vous êtes encore là alors que vous avez donné toutes vos forces dans ces 2 campagnes. Je veux vous dire que vous n'avez rien à vous reprocher. Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous n'avons pas perdu les élections présidentielles ou les élections législatives à cause de notre bilan. Nous ne l'avons pas perdu à cause des choix que nous avons faits de candidats. Nous ne l'avons pas perdu à cause de la ligne politique qui avait été la nôtre. Nous l'avons perdu parce que, comme dans tous les autres pays européens, nous avons été balayés par la crise économique qui affecte le moral de nos concitoyens, qui leur fait douter de l'avenir, qui leur fait douter de l'avenir de leur pays et du sort qui est réservé à leurs enfants. Dans tous les pays européens depuis 2009, depuis le début de cette crise qui nous frappe, aucun gouvernement, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, n'a été renouvelé par les électeurs. Voilà pourquoi nous avons été battus, et ça n'est pas la peine de perdre notre temps à réfléchir aux raisons qui ont amené cet échec. Les raisons, elles sont là, c'est la crise économique. Bon, bien sûr, il y a une autre raison aussi qui a contribué à notre défaite, ce sont les mensonges de François Hollande et de sa majorité. C'est la campagne qui a été conduite par ce président de la République qui a voulu faire croire aux Français qu'il n'y avait pas de crise économique, que l'euro n'était pas menacé, que les seules difficultés que rencontrait notre pays étaient dues à une seule personne, Nicolas Sarkozy. Il fallait donc éliminer Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy rentrait chez lui, tout rentrerait dans l'ordre, la croissance reviendrait, le chômage diminuerait, l'euro serait renforcé, et enfin, les Français pourraient aspirer à un avenir meilleur. On voit, 100 jours après, où conduit une imposture pareille. Et je veux le dire avec gravité. En engageant cette campagne, en critiquant comme ils l'ont fait avec cette violence pendant 5 ans, le président de la République et le gouvernement que je conduisais, les socialistes ont commis une faute. Ils n'ont pas seulement commis une faute à notre égard, ils ont commis une faute à l'égard de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, ils sont devant les difficultés que nous rencontrions. Ils sont face à la crise économique et financière. Ils sont face au risque d'effondrement de la monnaie européenne. Seulement eux, ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont aucun projet à mettre en avant. Ils n'ont aucune solution à apporter. Et cette situation, elle est d'autant plus grave que nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous ne sommes pas face à une crise économique comme on en a connu beaucoup par le passé. Nous sommes devant un rendez-vous historique pour la France et pour le continent européen. La vérité, c'est que depuis des années, nous sommes défiés, nous sommes concurrencés, nous sommes combattus par des économies puissantes, par des pays immenses, peuplés par des milliards d'habitants,
qui travaillent dur, qui investissent, qui se forment, qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie, qui cherchent à préparer un avenir meilleur pour leurs enfants. Ces pays, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le continent asiatique tout entier, c'est le Brésil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font simplement ce que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont fait pour nous. Ils travaillent dur, ils ne ménagent pas leur peine, parce qu'ils espèrent construire un avenir meilleur. Notre pays, le continent européen, ne s'est pas construit avec des hommes et des femmes qui travaillaient 35 heures par semaine. Il s'est construit avec des hommes et des femmes qui travaillaient 10 heures dans les fermes, dans les ateliers. Il s'est construit avec des ingénieurs, avec des chefs d'entreprise qui prenaient des risques et qui ont bâti la puissance économique de l'Europe et de la France. Et puis ces pays sont arrivés. Ils ont progressivement pris des parts de marché à nos économies. Nous n'avons pas voulu nous en rendre compte, en tout cas pas suffisamment tôt. Nous n'avons pas voulu nous réformer suffisamment vite pour nous mettre en situation de leur résister. Eh bien aujourd'hui, le réveil est brutal. Le réveil est brutal parce que nous avons perdu des parts de marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous achetez de plus en plus de produits qui viennent de l'extérieur et que nous en vendons de moins en moins à ces populations dans le monde. Et donc nous sommes moins riches. Et comme nous sommes moins riches, nous nous sommes endettés. Parce que nous n'avons pas voulu voir suffisamment à temps la vérité. Nous sommes dans la situation d'un pays, d'un continent qui vit au-dessus de ses moyens. Nous sommes menacés de déclassement. Nous sommes menacés de déclin. Nous sommes menacés, pour parler peut-être plus simplement, de relégation en seconde division. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demain moins de production. Ça veut dire demain plus de chômage. Ça veut dire demain moins de ressources financières pour payer le mode de vie, l'organisation de la société à laquelle nous sommes tellement attachés. Le déclin, ce n'est pas un mot comme ça pour les discours politiques, ce n'est pas un mot pour les manuels d'histoire. Le déclin, c'est quoi? C'est l'école gratuite et l'université gratuite pour tout le monde que nous ne pourrons plus nous payer demain. C'est le meilleur système de santé du monde que nous ne pourrons plus nous payer demain. C'est un système de protection sociale parmi les plus généreux au monde que nous ne pourrons plus nous payer demain. C'est beaucoup de souffrance pour nos concitoyens. C'est un avenir qui se bouche pour les jeunes générations qui se demandent si on peut encore espérer dans l'économie française et dans l'avenir de notre pays. Avec Nicolas Sarkozy, nous avions pris conscience de la gravité de cette situation et nous avions engagé des réformes profondes, des réformes de structure pour donner à l'économie française le dynamisme qui lui permette de résister. C'est comme ça qu'on a fait la réforme des universités avec Valérie, cette réforme historique qui donne pour la première fois l'autonomie aux universités françaises, cette autonomie qu'ont toutes les universités dans le monde, et que malgré toutes les contorsions du ministre socialiste, personne ne remettra en cause. C'est comme cela que nous avons engagé la réforme des retraites pour faire en sorte que les charges sociales soient moins lourdes sur les employés et les entreprises. C'est comme cela que nous avons engagé la réforme du dialogue social en mettant en place le service minimum pour éviter que désormais les syndicats prennent en otage la démocratie en bloquant à travers des grèves ou des manifestations la volonté populaire qui s'était exprimée à l'occasion des élections présidentielles et des élections législatives. Et puis nous avions commencé à baisser les dépenses de l'État. Peut-être pas assez vite, on peut nous le reprocher, mais en tout cas on l'avait commencé, on l'avait engagé. Qu'est-ce que font les socialistes depuis qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils ont mis en œuvre une nouvelle politique qui permette de répondre aux questions que je viens de poser sur l'avenir de l'économie française, sur l'avenir de l'Union européenne? Pas du tout. Ils se sont contentés de détruire ce que nous avions fait. Ils ont passé l'essentiel de leur temps à détricoter les réformes que nous avions votées, alors qu'il y a urgence, alors que chaque jour qui passe, il y a des entreprises qui disparaissent, alors que chaque jour qui passe, la monnaie européenne est un peu plus menacée. Ils ont gâché le temps qu'ils avaient, ils ont gâché le crédit que les Français leur avaient donné. Et ils l'ont fait, au fond, j'ai envie de dire, même pas par idéologie. Je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient éradiquer tout ce qui avait été réalisé par Nicolas Sarkozy. C'est leur seul objectif. Je le dis avec tristesse, parce que notre pays ne peut pas attendre 5 ans
pour engager une politique de réforme qui lui permette de résister à cette compétition. L'Europe n'attendra pas 5 ans avant que la France ne prenne ses responsabilités et participe à la consolidation de la monnaie européenne. La responsabilité de François Hollande est donc une responsabilité historique. Je lui ai dit pendant l'été, devenez le chef de l'État, devenez l'homme de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire élevez-vous au-dessus de votre parti. La Constitution de la Ve République, voulue par le général de Gaulle, a donné au président de la République la capacité de s'adresser directement au peuple français, de s'élever au-dessus de sa majorité, de s'élever au-dessus de son parti et de proposer un vrai projet de redressement national. J'aurais aimé que François Hollande le fasse. Parce que l'avenir de mon pays, pour moi, c'est plus important que tout. C'est plus important que l'avenir de mon parti. C'est plus important que mes ambitions personnelles. Mais il ne l'a pas fait. Et je veux vous dire qu'il ne le fera plus jamais, qu'il ne sera plus jamais en situation de le faire. Pourquoi? Parce qu'il a tout gâché pendant ces 100 jours. Et il a tout gâché par sectarisme. Et la vérité, si vous vous en souvenez, c'est que tout a commencé à la minute où il a été intronisé président de la République, quand il a tourné le dos à Nicolas Sarkozy sur les marches de l'Élysée. Quelle attitude qui en disait finalement très long sur ce qui allait suivre. Quel mépris, quel geste inutile. Et puis il a continué en désignant des boucs émissaires, les riches, les chefs d'entreprise, le patron de chez Peugeot, avec des relents au fond de lutte des classes. Il a montré qu'il était incapable de rassembler, qu'il ne savait que diviser. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui en brandissant la menace du vote des étrangers aux élections municipales ou celle du mariage homosexuel? C'est simplement diviser le pays, diviser les Français, parce qu'il est sectaire, parce qu'il considère qu'il ne peut gérer la France qu'en s'appuyant sur sa propre majorité. Alors, dans la situation grave qui est la nôtre, où nous n'avons pas la possibilité d'attendre, où chaque jour qui passe consacre un peu plus le déclin de la France et les risques de déclin de l'Europe, qui peut désormais provoquer ce rassemblement pour appeler à un redressement national? L'UMP. Il n'y a que l'UMP qui soit en mesure de le faire. Et l'UMP doit avoir comme premier objectif d'incarner un rassemblement très large des Français autour d'un projet de redressement national. Parce que toutes nos difficultés sociales, toutes nos difficultés culturelles, elles viennent d'abord du fait que nous sommes en déclin. Elles viennent d'abord du fait que nous sommes un pays qui s'appauvrit. Si nous étions un pays prospère, nous ne rencontrerions pas toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. C'est d'abord l'appauvrissement de l'économie française qui est à l'origine de la crise de confiance, qui est à l'origine de la démobilisation de beaucoup de Français, qui est à l'origine de comportements extrémistes auxquels on assiste. Eh bien, face à cette situation, il faut que l'UMP soit en mesure de proposer un vrai projet de redressement national. Ce projet, il doit être établi, il doit être discuté, il doit être amendé avec l'ensemble des adhérents de notre formation politique. Parce que c'est votre rôle d'être des acteurs du changement politique. Mais moi, je veux vous proposer 3 directions qui d'ailleurs doivent faire l'unanimité parmi nous. La première, c'est passer un pacte productif avec la nation. Si la France ne produit pas, la France ne pourra pas se relever. Si la France ne produit pas, il n'y a aucune chance de redresser notre économie. Et pour produire, je ne connais qu'une solution, il faut travailler. Et nous ne travaillons pas assez. C'est pourquoi je le dis simplement, maintenant, il ne faut plus tergiverser, il faut abroger les lois instaurant les 35 heures. Et il faut le faire pour le secteur privé, comme pour les fonctions publiques de l'État et les fonctions publiques territoriales. Ensuite, il faut baisser le coût du travail, parce que ce coût du travail qui est le plus élevé en Europe, il vient pénaliser nos entreprises. Et c'est pour ça que je regrette que les socialistes, par sectarisme, aient supprimé le texte que nous avions fait voter et qui commençait à transférer une partie des charges sur la TVA. Et puis, il faut faire en sorte que nos concitoyens soient mieux formés.
Et je veux reprendre un projet que Nicolas Sarkozy avait annoncé pendant sa campagne présidentielle, qui était un projet révolutionnaire dont on n'avait pas peut-être complètement mesuré les conséquences, qui consiste à dire que désormais les demandeurs d'emploi ne seront plus indemnisés parce qu'ils sont au chômage chez eux, mais parce qu'ils sont en formation professionnelle. Tous auront l'obligation de suivre une formation professionnelle, ce qui donnera à l'économie française un atout supplémentaire. Et puis enfin, il faut que les entreprises puissent investir. Ça, c'est quelque chose que les socialistes n'ont jamais réussi à comprendre. Ils ne comprennent pas qu'il faut de l'argent pour créer des emplois, qu'il faut des investissements pour acheter des machines nouvelles, qu'il faut des investissements pour développer des produits nouveaux, pour aller chercher des marchés à l'extérieur. Or, les entreprises françaises sont accablées d'impôts. Et dans quelques jours, demain, le pouvoir va annoncer un budget funeste. Un budget dont je veux dire devant vous avec gravité qu'il s'agit d'un budget de récession. C'est-à-dire un budget qui va conduire notre pays à plus de chômage, à moins de croissance et donc à la récession. Parce que c'est un budget qui va taper massivement sur les entreprises. 10 milliards d'impôts supplémentaires dans un pays où déjà les entreprises n'investissent plus. Et puis 10 milliards d'impôts supplémentaires sur vous. Pas sur les riches, sur vous, sur les Français moyens. D'ailleurs, vous avez vu le discours des socialistes qui commence par les riches qu'on va taxer et qui se termine par les retraités qui vont être victimes de la politique laxiste en matière financière du gouvernement socialiste. Voilà, les riches, pour François Hollande, c'est les retraités. Le deuxième pacte que je veux vous proposer, c'est un pacte européen. Et puisque tout à l'heure, tu as fait allusion à l'esprit qui souffle ici sur le Nord, je veux dire à quel point nous avons besoin de préserver la monnaie européenne et à quel point nous avons besoin de construire avec quelques pays forts, et en particulier avec l'Allemagne, une place forte au milieu de l'Europe, qui nous permette de défendre notre monnaie, qui nous permette de défendre nos entreprises, qui nous permette de peser dans le monde. On est 65 millions de Français, il y a 7 milliards d'êtres humains, il y en aura 9 demain. Qui peut croire que seuls nous allons réussir à empêcher le continent asiatique de dicter ses lois en matière commerciale, en matière économique, en matière environnementale au monde entier? Et puis enfin, le dernier pacte que je veux vous proposer, c'est un pacte national. Plus la mondialisation bouscule nos repères, plus nous sommes obligés, pour des raisons économiques, de partager des compétences, de partager des pouvoirs avec les autres pays européens et en particulier avec nos voisins allemands, plus nous avons besoin de renforcer le sentiment de fierté nationale. Plus nous avons besoin de donner à nos concitoyens l'occasion de pouvoir dire avec fierté « je suis français ». Et pour qu'ils le disent, il faut que notre pays revoie son pacte républicain. Je voudrais juste dire 3 choses, parce que le temps m'est compté. Je ne veux pas qu'on donne le sentiment que je vais empêcher Jean-François de parler. D'ailleurs, si je le voulais, je n'y arriverais pas. Mais je ne le veux pas. Je veux simplement dire que pour renforcer notre pacte républicain, il faut d'abord que la justice sociale soit une réalité dans notre pays. Nous sommes un pays épris d'égalité, et quand les Français ont l'impression qu'il n'y a pas de justice sociale, ils ne croient plus dans l'État, ils ne croient plus dans le modèle républicain. Or, la justice sociale, pour les socialistes, c'est juste l'impôt à 75% pour les plus riches. Mais la justice sociale, ce n'est pas seulement demander aux plus riches un effort supplémentaire pour participer au redressement de la nation. La justice sociale, c'est demander à ceux qui reçoivent des aides publiques et qui ne travaillent pas de participer à la modernisation, au développement, au fonctionnement de notre économie. Et puis la confiance dans la nation, elle passe par la question de l'immigration. Cette question, elle doit être posée désormais froidement, sans tabou, sans excès de langage, ni dans un sens ni dans un autre, mais elle doit être posée avec fermeté. Pendant des siècles, la France s'est construite par des apports de populations étrangères, avec des apports de populations étrangères, qui ont participé à l'élaboration de la richesse, de la culture de notre pays. Mais ces populations étrangères, elles se sont intégrées. J'ose même un mot qui, paraît-il, est un mot tabou, elles se sont assimilées. C'est-à-dire que tous ces étrangers, vous le savez mieux que quiconque ici dans le Nord, ils sont devenus français. Ils sont devenus français autant que les autres, parce qu'ils ont adhéré aux valeurs de la France. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Ça ne marche plus parce qu'aujourd'hui,
le nombre de personnes que nous accueillons sur notre territoire n'est plus en rapport avec nos capacités d'accueil et d'intégration. Quand vous mettez 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants d'origine étrangère dans une classe, vous pouvez les intégrer. Quand vous en mettez 25 sur 25, vous n'avez aucune chance de les intégrer. Donc il faut impérativement réguler les flux migratoires. Et ça ne peut plus être un problème technocratique, ça doit être un problème politique qui doit être débattu chaque année par le Parlement. Il faut que le Parlement décide chaque année dans la transparence devant tous les Français du nombre d'étrangers qu'on est capable d'accueillir parce que ce sont ceux auxquels on peut donner un logement, un travail et recevoir dans des conditions décentes. Et je veux dire aux socialistes et à toute cette gauche qui croit faire preuve de générosité en disant que nos frontières sont ouvertes à tout le monde, qu'ils ne sont pas généreux, que c'est une fausse générosité. C'est une générosité qui conduit des hommes et des femmes à vivre sur notre territoire dans des conditions qui sont des conditions indignes d'un grand pays comme la France. Et enfin, il est indispensable que nous soyons intraitables face à l'expression de toutes sortes de communautarisme. Parce que la nation française s'est construite autour de l'État. Elle s'est construite autour d'un État fort qui a su gommer les différences entre les régions, qui a su gommer les différences entre les communautés religieuses, les communautés ethniques. Si on accepte, et on le voit monter autour de nous, que certaines communautés, que ce soit des communautés religieuses, ethniques ou régionales, fassent passer leurs coutumes, leurs traditions, leurs croyances avant les lois de la République, alors il n'y a plus de République et il n'y a plus de pacte national. Et c'est pour cela que nous sommes déterminés à empêcher par tous les moyens François Hollande et sa majorité d'imposer le droit de vote des étrangers aux élections locales, parce que c'est un appel au communautarisme. Voilà, mes chers amis, c'est autour de ce projet que je veux qu'on débatte ensemble. Je voudrais terminer en vous disant 2 ou 3 petites choses personnelles. D'abord, je veux vous dire que cette compétition qui a lieu à l'intérieur de notre parti, on doit en être fiers. On ne doit pas en avoir peur. Nous sommes les partis politiques, et singulièrement notre formation politique, nous sommes là pour faire fonctionner la démocratie. On n'est pas là pour se regarder, on n'est pas là pour simplement le plaisir d'être ensemble. On a une fonction dans la société française, faire fonctionner la démocratie. Si on veut faire fonctionner la démocratie, si on veut que les Français nous respectent, eh bien, il faut d'abord qu'on soit démocratique nous-mêmes. Et il faut qu'on le soit à tous les échelons de l'organisation de notre mouvement. Il faut que les adhérents puissent débattre de notre projet. Il faut que les adhérents puissent donner leur avis sur les orientations stratégiques. Il faut que les adhérents puissent choisir les candidats aux élections locales. Et d'ailleurs, je suis très frappé, dans le Tour de France que j'ai engagé, on entend souvent un discours qui est un peu contradictoire. On entend les militants qui, le soir, vous posent la question « Est-ce que vous allez vraiment nous donner la possibilité de choisir nous-mêmes les candidats aux élections ?» Je leur réponds « Oui ». Et après, ils vous disent « Ouais, mais on n'a pas envie de choisir entre Jean-François Copé et François Fillon. » Eh bien oui, mais c'est ça, si vous voulez des responsabilités, il faut assumer ces responsabilités et faire les choix. Et c'est une campagne que nous conduisons dans un esprit qui est un esprit d'unité. Je veux dire devant vous que moi, je n'ai aucun adversaire à l'intérieur de ma formation politique. Aucun adversaire. Et comment en aurais-je? Les journalistes me disent parfois, mais finalement, il n'y a pas tellement de différence de fond entre vous. Ben heureusement, parce que s'il y avait des différences de fond, ça veut dire qu'on ne serait pas dans le même parti. Ça veut dire qu'on n'aurait pas ensemble, pendant 5 ans, conduit la majorité et le gouvernement. Je veux vous faire remarquer que pendant 5 années, où j'ai eu la responsabilité du gouvernement de la République, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, jamais la majorité ne m'a manqué à aucune occasion. Il n'y a pas beaucoup de premiers ministres dans l'histoire de la Ve République qui peuvent le dire. Et il y en a un, celui qui est en ce moment à Matignon, je pense qu'il peut compter les heures pendant lesquelles il peut encore dire que sa majorité le soutient, parce que ça ne va pas durer longtemps. Et puis, d'ailleurs, vous savez, quand François Hollande a dit « Donnez-moi 2 ans », vous vous êtes sûrement posé la question « Pourquoi 2 ans ?» On se demande pourquoi 2 ans. Alors c'est 2 ans parce que, comme il voit qu'il n'y arrive pas,
Il se dit, si je demande 2 ans, on va me fiche la paix pendant 2 ans. Mais il sait bien, parce qu'il est quand même intelligent, que dans 2 ans, il n'aura pas fait baisser le chômage. Que dans 2 ans, il n'y a aucune chance pour que la croissance soit revenue, surtout avec les décisions qu'ils sont en train de prendre. Donc qu'est-ce qu'il va faire dans 2 ans? Il va regarder Jean-Marc Ayrault, peut-être avant, remarquez, et il va lui dire « Désolé, tu n'as pas réussi à faire reculer le chômage, on va essayer autre chose. J'espère simplement qu'à ce moment-là, il ne se tournera pas vers la dame dont tu voulais nous apporter la tête sur un plateau. » La dernière chose que je veux vous dire, c'est que je suis un militant. Je suis un militant qui s'est engagé dans la vie politique à 14 ou 15 ans. Je me suis engagé dans la vie politique parce que j'ai fait une rencontre, malheureusement pas physique, parce que j'aurais aimé pouvoir lui serrer la main, mais ça n'a jamais été possible. Une rencontre spirituelle, une rencontre intellectuelle avec un homme, le général de Gaulle. J'avais pour lui une immense admiration à cet âge-là, je l'ai toujours d'ailleurs. Et qu'est-ce que j'admirais le plus? J'admirais le plus chez cet homme cette capacité qu'il a eue, presque seul, à sauver 3 fois notre pays. Il l'a sauvé une première fois du déshonneur, en incarnant à Londres la vraie France, la France éternelle, avec la résistance. Et d'ailleurs, ça me permet au passage de dire à François Hollande que je n'accepte pas qu'il dise que la France est coupable des crimes qui ont été commis pendant l'occupation. Ça n'est pas la France, c'est l'État français, ça n'est pas la France. Et puis il l'a sauvé une deuxième fois, il l'a sauvé de la faillite. Parce qu'en 1958, on était en faillite. On était d'ailleurs dans une situation financière qui n'était pas très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, même si les circonstances économiques internationales étaient différentes. La monnaie était à terre. Il a imposé à la France un effort de redressement extraordinairement difficile. Tout le monde a fait des efforts à cette époque-là. On s'est mis à travailler plus. Il y a eu un effort sur les salaires, il y a eu des efforts sur la fonction publique. Tout le monde a fait des efforts, entraînés par le général de Gaulle et par ce sens de l'intérêt général qui était le sien. Mais il a sauvé la France une 3e fois. Il a sauvé la France en lui donnant des institutions qui ont permis de mettre fin au petit jeu des politiciens, au petit jeu de tous ceux qui adorent créer des petites formations politiques, parce que quand on a une petite formation politique, on devient un chef et on peut négocier pour sa formation politique avec les autres formations politiques. Et le général de Gaulle, il a créé des institutions qui permettent aujourd'hui aux chefs de l'État de se mettre au-dessus de ce débat-là, qui permet à la majorité d'avoir une stabilité et d'éviter ces combinaisons politiques qui ont fait tellement de mal à notre pays. Oui, le général de Gaulle a aussi sauvé la France contre ceux de ces politiques qui n'avaient pas le sens de l'intérêt général. Alors ce que je souhaite simplement, c'est que nous ayons ici particulièrement présent à l'esprit, aujourd'hui et demain, cet esprit de sacrifice, cet esprit de courage, cet esprit qui nous conduit simplement à dire que pour nous, il y a une chose qui est au-dessus de tout, c'est la France, c'est notre pays, c'est notre patrie, c'est l'intérêt général. Bien. Mes chers amis, je voudrais tout d'abord rendre hommage à Bernard pour l'accueil qui a été le sien, à vous tous qui nous avez formidablement accueillis pour ces journées parlementaires. Et le faire également au nom de mon ami Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude a été obligé de retourner tout à l'heure dans sa bonne ville de Marseille, mais m'a chargé de vous transmettre toutes ses amitiés. Et c'est pour nous un vrai plaisir, c'était dit, de vous retrouver ce soir, de retrouver Marc Philippe, le président de votre Fédération du Nord, l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs. Et nous avons, avec Jean-Claude Gaudin ce matin, choisi de débuter cette journée parlementaire par un moment très émouvant. Nous sommes allés à Lille pour déposer au nom de nos groupes parlementaires une croix de Lorraine dans la maison natale du général de Gaulle. Mes chers amis, vous incarnez des valeurs auxquelles nous croyons, le respect du travail, le courage, la solidarité, la générosité. Mais le Nord, au-delà de ces valeurs, c'est aussi le berceau d'un grand patriote, un homme d'exception qui a bouleversé le destin de la France.
Cette belle cérémonie de ce matin n'était pas seulement un moment de nostalgie, c'était un vrai moment d'émotion où nous sommes souvenus que sans le général de Gaulle, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sans lui et toutes celles et tous ceux qui ont choisi Londres en juin 40, la France ne serait pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sans lui, la France ne disposerait sans doute pas de l'arme nucléaire qui garantit sa souveraineté absolue et son indépendance. Sans lui, sans sa vision partagée avec Adenauer, la réconciliation franco-allemande n'aurait sans doute pas été la pierre angulaire de la construction européenne. Nous avons eu De Gaulle, nous avons eu de De Gaulle à Sarkozy de grand président de la République, et nous avons aujourd'hui François Hollande. Élu sur un malentendu, élu sur une minorité de votants, une première sous la Ve République, François Hollande a bien tristement débuté son quinquennat. Tout à son obsession de rompre avec Nicolas Sarkozy, il a tout fait à l'envers. Il a commencé par dépenser sans compter 20 milliards d'euros en 5 semaines, 20 milliards de dépenses que la France ne pouvait pas et ne peut pas se permettre, notamment le retour de la retraite à 60 ans, mais ensuite, sa majorité a commencé son travail de destruction de notre politique. Les heures supplémentaires défiscalisées ont été supprimées. Les droits de succession ont été augmentés. La règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite a été enterrée. La TVA anti-délocalisation a été sacrifiée sur l'autel d'une idéologie d'un autre âge. La priorité des priorités, c'est bien de s'attaquer aux 4 défis auxquels notre pays est confronté. La réduction des déficits, la compétitivité de nos entreprises, le pouvoir d'achat des Français et la formation de nos jeunes qui souffrent d'un chômage en masse. Sur ces 4 défis, rien. Les Français ne sont pas dupes. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils ont manifesté leur défiance, voire leur hostilité à ce pouvoir aveuglé par son anti-sarkozysme. Dans une enquête d'opinion que nous avons fait réaliser, ce matin, c'était l'occasion pour nos journées parlementaires de présenter un certain nombre de résultats. Seuls 36% des Français considèrent que François Hollande a plutôt réussi son quinquennat. Ça veut dire que 64%, 4 mois après qu'il soit élu, considèrent que c'est un échec. C'est ça la réalité. Sans parler même des annonces, la grande majorité des actions du gouvernement sont jugées très sévèrement. La fin des heures supplémentaires défiscalisées, bien évidemment, l'assouplissement des critères de naturalisation, la suppression du forfait pour obtenir une aide médicale d'État. Un mot justement sur l'AME, sur l'aide médicale d'État. Nous avons déposé une proposition de loi qui sera, avec mes collègues de l'Assemblée, débattue le 11 octobre prochain. Comme 83% de nos compatriotes, nous considérons et nous pensons qu'il faut demander une participation financière pour bénéficier de l'aide médicale d'État. Nous pensons qu'un clandestin en situation irrégulière ne peut pas être mieux traité qu'un retraité qui a une petite retraite et qui n'a pas de mutuelle. Plus que jamais, mes amis, nous sommes attachés au respect des valeurs républicaines les plus fondamentales, la liberté, la solidarité, mais jamais l'assistanat, la laïcité et la sécurité pour tous. Voilà précisément ce qui nous distingue, entre autres, de la gauche. La France ne sera forte et respectée que si elle est capable de faire respecter les valeurs qui sont les siennes sur l'ensemble du territoire national. Sur la sécurité publique, permettez-moi d'être très inquiet. Le ministre de l'Intérieur devient maintenant un habitué des numéros de claquettes. Il tente de donner l'image d'un homme ferme, mais nous avons un ministre de l'Intérieur qui perd tous ses arbitrages devant Madame Taubira. Notre responsabilité est de dénoncer ce double discours et la capacité de M. Valls à vouloir faire prendre les vessies pour des lanternes. On a appris par une circulaire la semaine dernière que le tout carcéral n'était pas la solution. Les policiers et les gendarmes apprécieront. On a appris avec consternation qu'un condamné a autant de droits que les victimes. À l'UMP,
Nous considérons que la place d'un délinquant récidiviste ou d'un criminel, c'est la prison. Nous considérons que la politique qui consiste à aménager toutes les peines de prison de moins de 6 mois est suicidaire pour la cohésion nationale et pour l'autorité de la loi. François Hollande et sa majorité divisée, éclatée, cacophonique, a fait perdre beaucoup de temps à notre pays. 4 mois pour rien. 4 mois pour entamer le pouvoir d'achat des Français, qui vont découvrir une note encore bien plus salée à l'occasion de la discussion budgétaire. Coup de canif sur le quotient familial, attaque en règle contre les emplois à domicile, fiscalisation des contrats d'assurance vie. Au total, ce sont 10 milliards d'impôts supplémentaires pour les familles et 10 milliards d'impôts supplémentaires pour les entreprises, qui s'ajoutent aux 7 milliards déjà votés au mois de juillet dernier. Un mot sur le gouvernement qui fait ce choix des clientèles en faisant peser les efforts sur les familles, sur les Français qui travaillent, sur ceux qui investissent. 4 mois d'immobilisme sur la réduction des dépenses publiques, avec le refus d'inscrire la règle d'or dans la Constitution, ce qui en dit long sur les véritables intentions de François Hollande. Il a déjà repoussé à 2017 le retour à l'équilibre, et on peut craindre qu'il annonce bientôt qu'il sera incapable de tenir les 3% en 2013. Immobilisme sur la compétitivité, immobilisme sur le pouvoir d'achat, immobilisme sur la réduction des déficits, immobilisme enfin sur l'éducation nationale. En 4 mois, il s'est engagé dans la création de 60 000 postes d'enseignants supplémentaires dans une éducation nationale déjà suradministrée. Il a créé 150 000 emplois jeunes, c'est-à-dire 150 000 CDD dans la fonction publique. Enfin, 4 jours de vacances supplémentaires pour la Toussaint. Mes chers amis, est-ce vraiment à la hauteur d'un pays où un jeune Français sur 4 est au chômage? La France de 2012 n'a-t-elle pas d'abord le devoir de réformer le collège qui produit chaque année des dizaines de milliers de jeunes sans diplôme qui ne trouvent pas d'emploi? Notre pays va-t-il enfin avoir le courage d'en finir avec le collège unique et de revenir à l'apprentissage à 14 ans? Comme beaucoup d'entre vous, je forme le vœu que si notre famille politique, et lorsqu'elle reviendra au pouvoir, qu'elle ait ce courage de remettre en place l'apprentissage à 14 ans. Nous ne l'avons pas eu suffisamment jusque maintenant. Autour de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, l'UMP a profondément modernisé la France. Nous avons voté des lois très importantes sur le service minimum à l'école, sur le service minimum dans les transports, sur la réforme des retraites, y compris celle des régimes spéciaux, l'autonomie des universités, la réforme territoriale. Nous avons combattu l'insécurité et mené une politique ferme en imposant des peines planchers, des peines de rétention de sûreté, des tribunaux correctionnels pour les mineurs. Nous avons combattu tous les communautarismes en interdisant le port du voile à l'école. C'était une initiative de Jacques Chirac. Et grâce à Jean-François, l'interdiction du port de la burqa dans l'espace public. Et ça, c'est à Jean-François que nous le devons. Sans lui, nous aurions calé sur ce sujet, la République aurait capitulé. Vous pouvez compter sur nous pour être demain encore au rendez-vous de ce combat, avec un seul objectif, celui que les fondamentalismes religieux n'imposent pas leurs lois sur le sol de la République. Nous nous battrons, mes amis, nous nous battrons de toutes nos forces et nous aurons besoin de votre force militante. Nous aurons besoin de vous contre le droit de vote aux étrangers non communautaires, car pour nous, pour voter, il faut être français. Pour celles et ceux qui aiment notre pays, et ils sont nombreux, et qu'ils sont sur le point de souhaiter devenir citoyens, il y a une voie, une seule, celle de la naturalisation. Il n'y en a pas d'autre pour pouvoir voter. Vous voyez, mes chers amis, chers militants, nous sommes prêts au combat. Avec l'ensemble de mes collègues parlementaires, députés, sénateurs et députés européens, nous aurons besoin de vous. Nous aurons besoin d'une UMP unie et rassemblée comme jamais, partout,
à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans nos fédérations, dans nos circonscriptions, dans nos villes à reconquérir. Marc-Philippe le disait tout à l'heure, la reconquête, elle commence par les municipales. Si on ne regagne pas les territoires, on ne sera pas en situation de gagner en 2017. Il faut faire tomber des villes, tomber des départements, tomber des régions. C'est comme ça que nous nous remettrons en situation de conquête. L'UMP est notre bien commun, sa crédibilité, sa capacité à incarner à nouveau une alternative, eh bien, cette unité, elle est entre nos mains, c'est à nous d'en décider. Merci. Mes chers amis, il me revient de vous dire enfin quelques mots à la suite de mes amis pour clore cette journée qui a été un moment très important pour notre famille politique. Je veux te dire, cher Bernard Gérard, ma reconnaissance pour la manière dont tu animes cette fédération remarquable, qui a été si solide dans les combats que nous venons de mener. Dire à Marc-Philippe Daubresse mon amitié, mon affection, ainsi qu'à Brigitte, te dire combien je suis heureux de t'avoir, ainsi qu'Hervé Novelli, à mes côtés, pour animer notre parti depuis près de 2 ans maintenant, dans une période si difficile, où j'ai pu compter sur ta solidité, ton courage, ton humour et ce talent oratoire inimitable qui fait que tu es irremplaçable. Saluer mon ami Christian Jacob qui préside notre groupe. Saluer François Fillon que je veux à nouveau remercier pour le travail qu'il a accompli tout au long de ces 5 années à la tête de notre gouvernement aux côtés de Nicolas Sarkozy. Mes chers amis, je veux vous dire à vous, dans cette fédération du Nord et avec mon amitié à nos amis du Pas-de-Calais qui est aussi très nombreuse ce soir, je veux vous dire ma reconnaissance. Vous avez été, tout au long de ces 18 mois de mobilisation pour la campagne présidentielle et législative, des combattants exceptionnels. Et je veux ici vous le dire du fond du cœur à travers la fonction que j'exerce au milieu de vous. Là où il y avait tant d'injures, tant d'insultes, des clameurs qui venaient de toutes parts pour mettre en cause la personne, l'action, l'intégrité même de Nicolas Sarkozy, vous avez été solide à ses côtés et je veux vous dire ici, merci, je ne l'oublierai jamais. Je veux vous dire aussi, avec la même force, que la solidité dont il a fait preuve dans ses combats, cette solidité, elle a été pour moi une leçon de vie. Et lorsque j'ai confié à quelques-uns d'entre vous que, quelle que soit la décision de Nicolas Sarkozy, je serai à ses côtés, c'était une manière aussi pour moi de vous dire que dans les temps difficiles, comme ceux que connaît la France aujourd'hui, la dimension d'homme d'État n'est pas donnée à tout le monde. La force, le courage dont il a fait preuve manque cruellement à notre pays aujourd'hui. Je suis comme beaucoup très inquiet de voir comment en 4 mois seulement, François Hollande a à ce point dénaturé cette fonction présidentielle qu'il aspirait à exercer tellement mieux que Nicolas Sarkozy. Je suis très préoccupé de voir comment, en 4 mois, il a réussi à stopper la totalité des moteurs de l'économie française. Par des hausses d'impôts irresponsables, un matraquage fiscal qui touche directement les entrepreneurs et l'ensemble des Français. Par cette idée stupide qui consistait par une espèce de hargne presque infantile contre Nicolas Sarkozy, à détricoter la totalité des mesures que nous avions mises en œuvre et, par exemple, de retaxer les heures supplémentaires de telle manière qu'aujourd'hui, il n'y a plus un Français qui puisse gagner plus en travaillant plus. Comme de la même manière était stupide de supprimer la fiscalité antidélocalisation, dont on savait pertinemment les uns et les autres que c'était le modèle qu'avaient utilisé les Allemands pour réussir à restaurer leur compétitivité. Comme de la même manière, il était absurde de mettre en cause la politique que nous avons menée en matière de sécurité ou en matière de lutte contre l'immigration clandestine, alors que c'était le bon sens même que de les mettre en œuvre. Et voilà que,
Et voilà qu'allant à la télévision, il y a de cela 15 jours, le même François Hollande est venu nous dire « Je vous propose l'agenda du redressement ». Il y a eu un moment d'espoir. Parce que pour moi, agenda du redressement, ça sonnait comme quelque chose qui pouvait ressembler à du courage politique. Je me suis dit, il va donc nous parler de réformes courageuses. Mais c'était François Hollande. C'était juste quelques jours après cette magnifique couverture de l'Express que nous garderons tous en mémoire, où l'on voyait la photo d'un François Hollande évaporé, avec en titre à la une « Et si Nicolas Sarkozy avait eu raison ?» Et voilà que François Hollande nous explique que l'agenda du redressement, ça signifie d'abord de repousser toutes les grandes réformes importantes à minimum après 2014. 2014, les élections municipales. L'objectif étant alors de réserver l'essentiel de son action à une seule chose, accroître le matraquage fiscal par 10 milliards d'euros supplémentaires d'impôts pour les entreprises et 10 milliards d'impôts supplémentaires pour les ménages. On est bien loin de cette idée qu'il fallait faire simplement payer les, je prends mon risque, les horribles riches. Car chacun l'a bien compris, la taxation à 75%, qui est absurde, concerne 300 millions d'euros sur les 20 milliards qui viennent s'ajouter aux 10 autres milliards d'augmentation d'impôts. C'est-à-dire que comme de toute façon, ils ont tous les moyens d'organiser la façon de ne payer plus aucun impôt en France, ça retombe sur l'ensemble des Français qui, eux, évidemment, par leur travail, par leur activité et par leur courage, viennent fournir l'essentiel de la croissance française et qui vont donc se trouver pénalisés par l'irresponsabilité des socialistes. Mais pire encore, nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation totalement folle, dans laquelle aujourd'hui, où que l'on se trouve, je peux en témoigner à Meaux, dans ma propre ville, vous rencontrez un entrepreneur, un artisan, un commerçant, un ménage, tous vous disent « Monsieur, désolé, on ne bouge plus, on ne consomme plus, on n'épargne plus, on n'investisse plus, on n'embauche plus, on n'exporte plus, on ne sait même pas à quelle sauce on va être mangé, on ne bouge plus. » Moyennant quoi, en 4 mois, François Hollande a bloqué la totalité du fonctionnement de l'économie française par idéologie, par conservatisme et par absence de courage politique. Voilà, mes chers amis, voilà la situation dans laquelle on se trouve. Pire encore, et je le vois aujourd'hui et je vous demande de le dire autour de vous. Je souhaite que François Hollande lève 2 ambiguïtés majeures dans la politique qu'il conduit. La première concerne les questions de sécurité et de lutte contre la délinquance. Et François a bien fait de le rappeler tout à l'heure, et je partage entièrement cet avis. C'est un peu facile d'envoyer tout le gouvernement en goguette à Marseille pendant 2 jours pour aller nous expliquer, sans rencontrer un seul habitant, parce que vous l'avez compris, maintenant que les socialistes au pouvoir, ils sont au pouvoir, ils ne rencontrent plus jamais les habitants. Pendant 2 jours à Marseille, pour venir expliquer comment on allait lutter contre la délinquance. Mais pendant qu'il y avait les paroles à Marseille, il y avait à l'arrière de la boutique gouvernementale Madame Taubira, qui, elle, était restée à Paris, pour supprimer la loi sur les peines planchées concernant les multirécidivistes, les tribunaux correctionnels pour mineurs, et supprimer la totalité du programme de construction des places de prison que nous avions mis en place pour évidemment assumer une politique pénale courageuse dans une période où il faut arrêter avec la culture de l'excuse et l'idée que l'on mette le délinquant en haut du podium pendant qu'on insulte et qu'on méprise les victimes dans notre pays. Il va bien falloir que cette ambiguïté-là soit levée rapidement, parce qu'on ne laissera pas M. Hollande faire croire qu'il est volontariste en matière de sécurité au seul motif qu'il met un ministre de l'Intérieur tenir des propos qui sont exactement ceux de l'UMP, pendant qu'à l'arrière, la ministre de la Justice tient une action qui est totalement à gauche et qui est celle du laxisme et de la culture de l'excuse. La deuxième ambiguïté, mes chers amis, est encore plus grave que la première. Elle concerne la montée du communautarisme. Et je veux sur ce point vous dire avec la plus grande gravité que la cohésion de notre pays est en jeu. Et que dans ce domaine-là, tous autant que nous sommes à l'UMP, il va nous falloir nous lever et nous engager. Je ne peux pas accepter que François Hollande demeure dans une ambiguïté totale sur les questions de laïcité. Vous savez, la laïcité, ce n'est pas la négation des religions, c'est la liberté pour chacun
d'exercer son culte, s'il le souhaite, à condition que ce soit dans le respect de celui des autres et dans le respect des lois de la République. Je confirme, cher Christian, que j'ai été bien heureux, et je le dis à tous mes amis parlementaires ici présents, bien heureux de vous trouver à mes côtés, lorsqu'il s'est agi d'apporter à Paris cette loi d'interdiction de la burqa dans l'espace public qui n'avait rien à voir avec la religion, qui était le fait d'intégristes fondamentalistes qui instrumentalisaient la religion à des fins politiques pour provoquer la République. Et ce jour-là, persuadé qu'à Paris, on nous entendrait, il nous a fallu nous battre. On nous regardait et on nous parlait avec une pince à sucre. Monsieur Copé, une loi pour interdire la burqa pour 2000 femmes. Est-ce vraiment nécessaire de faire votre publicité là-dessus? Avait-on osé me dire? Même pour une seule femme, cette loi était nécessaire. C'était la manière de dire que sur ces sujets-là, nous n'avons pas le droit de fermer les yeux, parce que c'est cela que les Français attendent de nous. Le communautarisme, mes chers amis, n'a rien à voir avec les communautés. Personne ne peut être choqué d'appartenir à une communauté philosophique, politique. L'UMP est une grande communauté, religieuse, sportive, culturelle, mais à une condition. C'est que les règles qui régissent la communauté soient subordonnées aux lois de la République. Le communautarisme, c'est cette idée inacceptable pour nous qu'une communauté puisse considérer que les règles qui la régissent n'ont pas à être subordonnées aux lois de la République. Et c'est alors que nous, les Républicains, devons nous lever et nous engager. Car si nous ne le faisons pas, ce sont les extrémistes qui s'en occuperont à notre place. Méditez cela. La première personne qui s'est exprimée pour dire que notre loi contre la burqa n'était pas nécessaire, la première, c'était Jean-Marie Le Pen. Et la seconde, c'était Tariq Ramadan. Dans ces cas-là, les extrêmes se rejoignent. Ne perdez pas cela de vue, mes amis. Les extrémistes se nourrissent des problèmes de la France. Lorsqu'un problème est résolu par des républicains, ça devient un problème pour les extrémistes. C'est cela qui doit nous engager à être fiers de nos valeurs. Voilà pourquoi j'ai pris avec mon ami Damien Meslot l'initiative d'envoyer à tous les citoyens de France une pétition pour dire non au projet scélérat de M. Hollande de donner le droit de vote aux étrangers non communautaires pour les élections locales. Et ce pour une raison simple. Voilà qu'au nom de l'idéologie, M. Hollande a en tête de casser ce lien séculaire entre le droit de vote et la citoyenneté française. En le faisant, il part de l'idée qu'il suffit de résider en France pour avoir le droit de vote. Et en le faisant, il brade la nationalité française, il brade l'honneur d'être français, avec ses droits et ses devoirs. Je veux vous le dire ici, chacun doit bien comprendre qu'il y a derrière le projet de M. Hollande aucune morale, aucun fondement généreux. Il y a un calcul politicien. Et ce calcul ne doit échapper à personne. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière. Le fait de choisir un vote communautariste plutôt qu'un vote populaire. Et qu'ainsi, nous autres, dans nos candidatures aux élections municipales de 2014, on se trouverait face à tel ou tel candidat démagogue qui dirait « Votez pour moi ». Avec moi, vous aurez des facilités, des arrangements avec les lois de la République, à l'image de ce que Martine Aubry a fait dans les piscines de Lille qu'elle a réservé aux femmes des créneaux spécifiques pendant la période du Ramadan. Viendra aussi le temps des menus dans les cantines. Viendra ensuite la tolérance sur telle ou telle pratique. Je veux, mes chers amis, vous dire que la responsabilité qui est la nôtre, c'est de veiller à l'intégration et au respect du culte pour chacun, dans le respect des lois de la République. C'est la meilleure manière de protéger chacun de nos enfants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur sensibilité. C'est ça, la République, quand elle est grande, quand elle est belle, quand elle est courageuse. Et c'est notre mission de le faire face à des socialistes qui sont irresponsables. Vous l'avez compris, mes chers amis, dans ce contexte, je veux ici vous dire que nous allons avoir, comme aurait dit le général de Gaulle, une mission signalée. Je pense que chacune et chacun d'entre vous, militants de l'UMP,
vous devez comprendre que nous sommes le dernier lieu de la résistance à la pensée unique en France. Monsieur Hollande a la totalité des pouvoirs, sans exception. La vérité, c'est qu'il est aujourd'hui en situation, si nous ne résistons pas, d'adopter n'importe quelle loi, n'importe quelle directive, et ainsi de détricoter les fondamentaux de la société française, au motif qu'ainsi il peut faire monter les extrêmes et être tranquille pour exercer le pouvoir à l'infini. Et donc notre mission, elle est de ne pas être dupe lorsque François Hollande vient agiter les débats avec des textes de loi dont on sait très bien qu'ils ne sont pas la priorité alors que l'urgence est économique et sociale, comme il le fait avec le droit de vote des étrangers ou la loi sur le mariage homosexuel. Je suis, à titre personnel, comme un certain nombre, hostile à l'idée d'un mariage homosexuel. Mais je veux dans le même temps vous dire que nous devons être intraitables face à l'homophobie et de la même manière respectueux des avis des uns ou des autres, d'éviter de tomber dans le piège de la division dans lequel François Hollande veut nous plonger par simple calcul politicien. Je pense, comme beaucoup parmi vous, que François Hollande ne se réveille pas tous les matins en se disant comment mieux servir la France, mais qu'en revanche, il se demande tous les matins comment garder le pouvoir le plus longtemps possible au mépris de l'intérêt supérieur de notre pays. Alors, c'est vrai que dans ce contexte, cette élection interne à notre parti, ce congrès du 18 novembre, est pour nous un rendez-vous extrêmement important. Et je pense, comme toi, François, qu'il est très bien, très sain, et mieux encore, que c'est notre honneur que d'avoir la possibilité d'être dans un parti où les militants vont choisir au suffrage universel direct celui qui va présider aux destinées de notre parti pendant 3 années. C'est l'honneur de notre parti. Vous pourrez le faire d'ailleurs. Vous pourrez le faire en toute liberté dans les isoloirs. Il n'y aura là ni prescripteur, ni sondage, ni commentateur pour vous dire ce que vous aurez à faire. Vous ferez ce choix en conscience en tenant compte des éléments de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Car il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas le congrès de novembre une primaire avant l'heure. Le temps viendra de désigner celui qui représentera nos couleurs pour 2017. Ce sera une primaire ouverte. C'est la mode. Et ça viendra en 2016. Et nous ne savons pas aujourd'hui quelle sera la situation de la France, de l'Europe, du monde en 2016. Aujourd'hui, ce qui est demandé à chacune et chacun d'entre vous, c'est de désigner pour 3 ans, de 2012 à 2015, celui dont vous considérez qu'il est capable d'incarner un leadership solide, déterminé, pour montrer aux Français une opposition constructive à chaque fois que c'est possible, mais implacable à chaque fois que c'est nécessaire. Et c'est ça qui sera l'essentiel de votre choix. Et je veux sur ce point, mes chers amis, vous dire qu'on ne peut pas dissocier les sujets les uns des autres. Un grand parti politique doit être capable de porter une mobilisation avec une feuille de route. Et la feuille de route de ce mandat 2012-2015, c'est une seule chose. Proposer la plus grande vague bleue jamais réalisée aux élections municipales, départementales et régionales pour répondre à la vague rose que les socialistes ont fait subir à la France en 2012. Je vais appeler, si les militants me confirment dans mes fonctions, j'appellerai chacune et chacun d'entre vous à mobiliser les Français où qu'ils se trouvent, à les appeler une nouvelle fois à la levée en masse, car chacune et chacun d'entre vous ramèneront dans notre famille politique celles et ceux que nous allons envoyer à la reconquête du cœur des Français, ville par ville, département par département, région par région. On lancera le plus grand plan de recrutement jamais réalisé par un parti politique pour que l'UMP soit cette force de proposition, d'opposition, mais aussi d'espérance pour des Français qui n'ont plus aucun autre schéma alternatif en dehors de François Hollande que nous, avec l'esprit républicain qui nous anime, de courage, d'engagement et de passion par amour pour la France. Vous voyez, il y a derrière tout cela un rendez-vous qui engage chacune et chacun d'entre vous. Et je veux vous le dire avec beaucoup de force, je fais partie des gens qui ne peuvent plus supporter cette dictature morale et intellectuelle qui nous est imposée toute la journée par une gauche qui est bien peu scrupuleuse pour elle et bien donneuse de leçons pour nous.
Je vous demande d'être fiers de ce que vous êtes, fiers d'être à l'UMP, fiers d'être de droite et de centre droit. Je vous demande, comme le faisait Marc Philippe tout à l'heure, d'avoir en tête que les grands hommes d'État qui ont fait la France depuis 1945 sont des hommes de droite et de centre droit. Le général de Gaulle, Robert Schuman, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ce sont eux qui ont fait les grandes réformes de la France. Et croyez-moi, la Ve République, la Constitution de la Ve République, notre système de protection sociale, la grande loi sur la participation, les grandes lois sur le handicap, la politique industrielle que nous avons conduite, la courageuse réforme des retraites, malgré les 2 millions de personnes dans la rue, sans oublier évidemment le refus d'aller dans la guerre d'Irak et le courage d'aller en Libye et en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est l'œuvre des hommes d'État de droite et de centre droit qui nous ont précédés dans le combat formidable au service de la France. Qu'est-ce qu'ils ont à mettre en face, eux, en dehors des 35 heures? Je vous le dis cela parce que je n'accepte pas ces leçons de morale. Et c'est vrai, je préconise que nous ayons les uns et les autres, dans les semaines et les mois qui viennent, à assumer une ligne politique qui soit claire. Et je défends l'idée d'une droite qui soit décomplexée, qui assume ses valeurs, qui dise ce qu'elle est au service des Français. Tous autant que nous sommes, mes chers amis, nous avons entendu les Français, tout au long de cette campagne, nous dire, quel que soit le résultat des élections, sachez-le, ne perdez pas le contact avec le terrain, écoutez notre message, entendez notre exaspération, notre indignation et notre souffrance. Tous, autant qu'ils sont, les Français savent que c'est à nous de faire les grandes missions pour notre pays. Il y a toujours en France une plus grande indulgence vis-à-vis de la gauche que vis-à-vis de la droite. C'est comme ça. Sachons-le, et que cela soit notre grandeur. Quand la droite est au pouvoir, l'essentiel du temps, on nous dit « Oh, vous auriez dû aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. » On leur dit « Mais écoutez, il y avait 2 millions de Français dans la rue, il y avait des grèves, on a quand même tenu. » Oui, d'accord, mais il fallait faire plus fort. Quand c'est la gauche, on dit « Écoutez, ils auraient pu faire tellement pire. » Alors c'est vrai qu'il y a un moment où il ne faut pas craindre de dire ce que nous avons sur le cœur. La droite et le centre droit doivent assumer leurs valeurs. Je suis pour une droite décomplexée. C'est quoi? C'est d'abord une droite républicaine, évidemment. Une droite qui a bien en tête qu'il n'est pas question de faire une alliance avec l'extrême droite, avec le Front National, et nous sommes unanimes là-dessus. Nous n'allons pas faire une alliance avec des gens qui veulent juste notre destruction. N'oubliez jamais, mes chers amis, jamais, que Mme Le Pen, entre les 2 tours de l'élection présidentielle, appelait ouvertement à faire battre Nicolas Sarkozy. Ne l'oubliez jamais. De la même manière, on ne va pas tendre la deuxième joue. On ne va pas aussi, pour le même prix, s'interdire de parler des sujets dont les Français nous parlent tous les jours. L'insécurité, l'immigration, la laïcité, l'entreprise, l'Europe, l'emploi, l'assistanat, tout autant de sujets sur lesquels nous devons être solides, courageux, en proposition et implacables face à une gauche qui fait dans la démagogie. De la même manière, nous devons être une droite moderne. N'ayons pas peur d'ouvrir nos yeux sur le vaste monde, d'envoyer nos enfants le découvrir, de ne pas avoir ce discours puéril qu'est celui de M. Montebourg, qui vient nous expliquer que lui, avec ses petits bras musclés, lui qui n'a finalement pas fait grand-chose de sa vie, va venir défier les entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de la valeur ajoutée et qui font l'excellence de la France. N'ayons pas peur de montrer ce qu'est la réalité de l'Europe, la réalité des grands continents, la Chine, l'Amérique, l'Afrique. N'ayons pas peur d'avoir sur ces sujets un discours courageux sur la seule bataille qui vaille, la compétitivité de notre pays, la baisse des charges, la baisse du coût du travail, ce qui doit permettre demain à nos entreprises de rester en France, non pas par décret présidentiel, mais parce qu'elles y ont des avantages qui leur permettent de créer de l'emploi, de la richesse et ainsi de faire profiter au génie français la croissance mondiale. Et puis enfin, je le dis, une droite qui combat le politiquement correct de la gauche bien pensante. Et je le dis comme je le pense, et personne ne me fera jamais reculer sur ce que je vois à travers ma fonction de maire de Meaux. Comme nous pouvons tous le voir dans nos circonscriptions respectives, comme vous le savez, comme vous le voyez, comme vous pouvez en être les témoins ou les victimes. Il est un moment pour dire les choses. Combattre le politiquement correct de la gauche bien pensante, c'est assumer, comme je l'ai fait, à travers un manifeste que j'ai écrit en pensant à vous.
qu'il est des réalités qu'on ne doit pas nier si on veut les combattre. Nous luttons tous, c'est notre foi de républicains, contre toutes les formes de xénophobie, de racisme, d'antisémitisme, et c'est notre honneur. Mais je ne laisserai pas SOS Racisme, qui m'a insulté hier, je ne laisserai pas SOS Racisme nous dire quel est le racisme que l'on doit combattre et celui que l'on doit nier. Je le dis, il y a dans notre pays des gens, il y a dans notre pays des quartiers où il ne fait pas bon être une femme, où il ne fait pas bon être de couleur blanche. Il est des endroits où un certain nombre de compatriotes vivent en souffrant, en silence, leur souffrance. C'est une souffrance qui ne passe jamais au journal de 20 heures. J'entendais ce matin un reportage à la radio, je vous le livre tel quel. On avait voulu démontrer qu'à Meaux, il n'y avait pas ce problème-là. Ce problème qu'on m'a si souvent raconté, il n'existait pas. Alors on a tendu des micros à une personne qui habitait dans un étage d'une tour, d'un des quartiers difficiles que je n'ai pas encore restructuré. Et on attendait que cette dame vienne raconter. Mais cette dame, elle n'a pas raconté. Parce que comme on donnait son prénom et son adresse, elle a compris qu'il ne fallait pas le raconter. La vérité, mes chers amis, c'est que chacun doit comprendre que c'est cette loi du silence qu'il faut briser. Car, dans le même temps, à celles et ceux de mes amis qui me disent « mais ce n'est pas tout de dénoncer le problème, il faut le résoudre ». Merci, fais ce qu'on peut. Je peux témoigner qu'il y a des solutions. Et c'est notre gouvernement, notre président de la République qui les a permises. Je renvoie, cher Marc Philippe, au travail fantastique que tu as accompli avec Jean-Louis Borloo. Nous avons des solutions dans les quartiers où nous avons pris ce problème en main, en démolissant les tours pour les remplacer par des habitats à taille humaine, mixés, d'un côté des logements sociaux, de l'autre de l'accession à la propriété, des caméras de vidéosurveillance, des policiers municipaux, des zones franches pour détaxer les entreprises qui embauchent les gens du quartier, de la culture, du sport, de l'espérance, de la générosité sans assistanat et à la clé de l'espérance. Et dans cette même ville de Meaux, où le Front National me faisait battre en triangulaire avec 23% des voix en 97, il n'était plus qu'à 9% en 2012. Et François Hollande, qui était à 54% le 6 mai, j'étais réélu avec 60%. Ce message juste pour vous dire, mes chers amis, et pardon de vous le dire à vous qui êtes des militants, des combattants, pas simplement des sympathisants qui ont de la sympathie pour nous, non, des militants engagés, c'est vous dire que ni la montée de l'extrême droite, ni la montée de la gauche n'est inéluctable. C'est à nous de les enrayer par notre courage. Mais je le dis de la même manière, jamais, je ne vous demanderai jamais d'appeler à voter pour des socialistes qui sont alliés avec l'extrême gauche de M. Mélenchon, car ils n'ont rien à envier à l'extrême droite de Mme Le Pen. Les mêmes discours, la même haine, les mêmes antagonistes, les mêmes appels à la violence. Voilà, mes chers amis, quelques mots pour vous dire que l'espérance, en réalité, peut être dans notre camp pour la France. Vous dire que je ne pense pas, contrairement à d'autres, mais c'est un débat, qu'il faut attendre 2017 pour agir pour les Français. Je pense que nous avons, pour nous, des valeurs que personne ne nous prendra, parce que personne n'est capable de les assumer. Il y en a 3. La première, c'est l'autorité. Il n'y a pas de grande société démocratique sans autorité, parce que je ne pense pas que la parole d'un enfant est égale à la parole d'un professeur. Je ne pense pas que la parole d'un enfant est égale à celle d'un parent. Je ne pense pas que l'on puisse impunément contester l'autorité de l'État dans les quartiers. Je ne pense pas que la notion d'autorité soit une notion archaïque. Je pense au contraire que c'est une glissière d'autoroute dont notre société, qui est soumise à tant de tensions, a besoin. La deuxième valeur, c'est celle du courage politique. Soyez tranquilles, il n'y a pas de concurrent sur ce registre-là. C'est nous qui l'incarnons. Et pour cela, ne craignons pas de dire ce que nous pensons et de proposer des solutions dans tous les domaines, à l'image de ce que je viens de faire, comme d'autres de mes amis avant moi. Car la vérité, mes chers amis, c'est que la noblesse de l'engagement politique, c'est de prendre des risques. Le général de Gaulle, vous croyez qu'il ne prenait pas de risques le 18 juin 40? Et Winston Churchill, et Georges Pompidou, et tous ceux qui ont dirigé notre pays avec grandeur, ils ont pris des risques. Eh bien, de la même manière, celui de l'impopularité, si c'est au service de la France, eh bien, il ne faut pas craindre de le prendre. Et puis la troisième valeur, je vous le dis, c'est la générosité.
On ne fera rien de grand si on n'est pas généreux. Et je vous le dis d'autant plus que pour moi, la générosité, attention, hein, c'est pas tout donner à tout le monde. Ça s'appelle de l'assistanat. La générosité, c'est consacrer du temps à l'autre, c'est lui tendre une main fraternelle, c'est lui dire qu'il n'y a rien de grand si l'on n'est pas ensemble, à écouter, à entendre, à partager, à aimer. Nous manquons d'amour dans notre société. Nous manquons de temps consacré à celles et ceux qui souffrent. Et si je vous le dis, dans cette terre du Nord, tellement marquée par l'histoire, tellement marquée justement par l'effort, le labeur, le travail, mais aussi la souffrance, c'est parce que je voudrais que notre parti n'attende pas 2017 pour être utile aux Français. L'UMP, dès maintenant, et je l'appelle de mes vœux, doit engager une fantastique révolution civique, où dans nos permanences de l'UMP, face à des socialistes qui abandonnent le terrain, nous serions présents non seulement pour proposer des adhésions, mais aussi un service utile, l'aide aux victimes, le soutien scolaire, l'accompagnement pour un demandeur d'emploi, un accompagnement pour un jeune créateur d'entreprise. Il y a chez nous, à l'UMP, des jeunes instituteurs ou enseignants en retraite, des entrepreneurs qui ont envie d'aider, des avocats, des juristes, des gens simplement qui veulent aider les autres. Donnons de l'UMP une autre image que celle de simplement un parti qui débat, même si c'est essentiel, qui propose, même si c'est absolument indispensable. Soyons aussi un parti de service civique aux côtés de nos compatriotes. Et là alors, d'un parti de 280 000 militants, première force politique française, nous pourrions devenir beaucoup plus, à l'image des syndicats allemands, qui ainsi ont fait la démonstration que l'on ne fait rien de grand si en même temps on n'est pas concret. Les idées, les débats, la liberté d'expression, mais aussi le concret. Et là alors on aura un visage humain. On ne sera plus l'horrible UMP brocardé par des médias qui parfois ne nous aiment pas. On sera aussi des hommes et des femmes engagés, attentifs, généreux et fraternels. Voilà, mes chers amis, quelques-unes des pistes que je voulais soumettre à votre réflexion. Vous l'avez compris, ce rendez-vous de novembre est un rendez-vous très important. C'est un rendez-vous qui déterminera pendant 3 ans notre capacité à être rassemblés avec un leadership solide, collectif, au service de la France. François l'a dit, je le dis avec la même force. Soyez de ce point de vue apaisés. C'est un vote à l'intérieur de la même famille politique. Ce vote désignera bien sûr un gagnant. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, et je crois que François est dans le même état d'esprit, il n'y aura ni perdant, ni vainqueur, ni vaincu. Il y aura, au lendemain du 18, une famille qui se rassemblera parce que ce qui nous divise est bien peu de choses à côté de ce qui nous rassemble. Et ce sera à vous de faire ce choix, en conscience et en connaissance de cause. Car bien sûr, les débats que nous pouvons avoir n'ont rien à voir avec ceux que j'ai été faire sans état d'âme, aux côtés de Nicolas Sarkozy, pour défier nos adversaires, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et même Audrey Pulvar. C'est vous dire que dans les moments où on mène des combats, comme dit Nicolas, il ne faut pas avoir peur d'avoir un accroc à son costume quand c'est au service de ses idées, de sa famille politique et de la France. Merci de votre soutien. J'ai besoin que vous soyez engagés, enthousiastes, passionnés. J'ai besoin que ce que nous avons commencé ensemble, nous puissions le poursuivre au service de notre pays. Vive l'UMP, vive la République, vive la France. Je vous embrasse.